Je pense qu'on peut commencer. Bonjour tout le monde à Montréal et à Québec dans les locaux là-bas. Je suis Danielle Gauvreau, directrice académique du CIQSS. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire qui va être donc présenté par deux personnes. Une personne de l'ISQ, Jacqueline Flores, qui va prendre la parole dans quelques minutes, et Marie-Ève Clément de l'Université du Québec en Outaouais, qui vont nous parler des faits saillants du potentiel d'analyse des données de l'enquête La violence familiale dans la vie des enfants, qui a été faite en 2012. Donc, je leur laisse la parole. Merci. Bonjour, je me présente rapidement. Je suis professeure à l'Université du Québec en Outaouais, au département de psychoéducation, depuis 10 ans. C'est la 3e fois que je collabore avec l'ISQ pour la réalisation des enquêtes sur la violence familiale au Québec. Donc, on a beaucoup de diapositives. On nous a demandé de faire ça à l'intérieur d'1 heure, 1 heure et quart, pour avoir une période de questions ensuite. Alors, on a préparé un plan de présentation. Comme on a beaucoup de matériel, on va essayer d'être très organisé parce qu'il y a beaucoup de diapositives, mais le rapport d'enquête, vous l'avez sur le site de l'ISQ. Alors, on va commencer par vous présenter le contexte de l'enquête, la mesure des variables, donc les différents questionnaires qu'on a utilisés dans l'enquête, les résultats qu'on a séparés selon l'ampleur des conduites parentales et les facteurs associés aux différents types de conduites parentales. Vous comprendrez que c'est des analyses très en fait descriptives. Là, ce n'est pas des analyses inférentielles qu'on a réalisées ici. Là, c'est des tests qui-carrés pour la plupart des facteurs associés. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut conclure très brièvement, en fait, les grandes conclusions de l'enquête et le potentiel d'analyse des données. Rapidement, pour vous mettre en contexte, ici, on parle des conduites parentales à caractère violent et des conduites parentales à caractère négligent. C'est important de bien comprendre que ce n'est pas une enquête qui porte sur la maltraitance des enfants, dans le sens que ce n'est pas des situations qui sont signalées à la protection de la jeunesse. Dans certains cas, ça pourrait être signalé à la protection de la jeunesse, mais c'est une enquête de population, donc auprès des parents du Québec. Et en ce qui concerne la mesure de la négligence parentale, en fait, on a utilisé un instrument, on va en parler un peu plus tard, qui comporte certaines limites méthodologiques. Et donc, on ne parle pas de négligence envers les enfants, mais des conduites ou l'omission de certaines conduites qui pourraient avoir un caractère négligent pour les enfants, dépendamment de la catégorie d'âge des enfants. Au Québec, rapidement vous dire que les dernières données de l'étude québécoise d'incidence des signalements pour mauvais traitement dans l'ensemble des DPJ montrent que depuis 10 ans, il y a une petite diminution des signalements fondés pour négligence, mais en contrepartie, une légère augmentation des signalements pour les autres formes de mauvais traitement, dont l'exposition des enfants à la violence conjugale et l'abus physique. Pour vous dire qu'au Québec, on a ce genre de données-là auprès des systèmes de protection de la jeunesse, mais qu'on avait encore peu de données au Québec pour documenter l'ampleur et l'évolution dans la population générale. Donc, pas nécessairement les cas les plus sévères qui sont signalés à la protection de la jeunesse, mais les cas qui sont rapportés par les familles elles-mêmes de violences physiques, d'agressions psychologiques et maintenant de conduite à caractère négligent. Donc, c'est la 3e enquête qui nous permet de suivre l'évolution au Québec. Jacqueline, c'est à toi. Ici, des petites flèches. Bonjour, mon nom est Jacqueline Flores, je suis coordonnatrice du programme d'enquête en organisation des services à l'Institut de la statistique. Je vais vous présenter très brièvement les paramètres de l'enquête avant de laisser la parole à nouveau à Marie-Ève pour qu'elle vous présente les outils qu'on a utilisés et aussi les principaux résultats. Je suis juste pas tout seul dans l'Institut de la statistique. Je vous dire que j'ai ici dans la salle Francine Bernèche qui a travaillé à l'analyse et à la rédaction du rapport statistique et aussi le méthodologue en chef qui est Robert Courtemanche qui est à Québec. Alors, si vous avez des questions, on est 3, 4 avec Marie-Ève, j'espère bien qu'on va être en mesure de répondre à vos questions. Alors, les grands paramètres de l'enquête, comme a dit Marie-Ève, l'enquête a été réalisée en 2012 pour la 3e fois par l'Institut de la statistique du Québec. Déjà en 99, en fait avant 99, déjà en 1992,
le gouvernement du Québec, par le biais de la politique en matière de santé et bien-être, identifiait un gros manque de données sur la question de la violence et de l'abus, de la négligence envers les enfants. Et on disait déjà en 92 qu'il serait souhaitable d'avoir une mesure de ce phénomène-là dans la société québécoise et de pouvoir aussi mesurer la variation ou l'effet des politiques qui étaient en train d'être mises en place pour voir s'il y avait un effet, une diminution ou une stagnation ou une augmentation des phénomènes. Alors, dans cette mouvance-là, l'Institut de la statistique a réalisé l'enquête de 99 et non seulement ça, déjà dans les années auparavant, on était impliqué aussi dans la mesure de la violence envers les conjointes dans les couples québécois. Déjà, Marie-Ève était impliquée en 99 avec Camille Bouchard, qui était à l'époque le chercheur principal de l'enquête. En 2004, on a souhaité répéter cette enquête-là. Il était prévu originellement d'avoir une enquête répétée aux 5 ans pour justement pouvoir mesurer l'évolution du phénomène à travers le temps. Et c'est pour ça qu'elle a été réalisée à nouveau en 2004, où on a rajouté aussi un échantillon de pères. Déjà, en 99, on avait visé essentiellement les mères des enfants du Québec. Et en 2004, compte tenu de l'implication plus importante des pères dans la vie des enfants et la reconnaissance aussi du rôle des pères dans la famille, on a inclus à titre expérimental un échantillon de pères. Et en 2012, donc la plus récente, on avait aussi des pères et des mères qui étaient enquêtés. Donc, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a confié le mandat à l'Institut de la statistique pour la réalisation de cette enquête. L'objectif était donc, à partir de 99, 2004, 2012, toujours mesurer la prévalence annuelle des conduites à caractère violent et aussi des attitudes parentales face à la violence. Par contre, en 2012, on a rajouté 2 éléments nouveaux qu'on va expliquer plus tard plus longuement. C'est les conduites à caractère négligent et aussi l'exposition des enfants à des conduites violentes entre conjoints. Il y avait aussi un autre objectif important, étant donné qu'on était dans un 3e passage, c'était celui de documenter aussi l'évolution de ces phénomènes après, entre 99, 2004 et 2012, et aussi faire le lien entre ces principaux indicateurs et des variables individuelles, familiales et socio-économiques qu'on pouvait mesurer aussi en même temps dans l'enquête. Alors, dans cette enquête de 2012, on a utilisé la base de sondage qui nous provenait du programme, de la Régie des rentes du Québec. Tous les enfants qui étaient admissibles au programme de soutien aux enfants, c'est-à-dire les parents qui reçoivent des allocations. Donc, on avait une bonne couverture des parents du Québec et donc des enfants, et on a utilisé cette base de sondage-là en 2012, chose qui était différente des autres années. En 2004 et 99, on n'avait pas pu utiliser ça. On avait utilisé plutôt une génération aléatoire d'un numéro de téléphone. Alors, on se facilitait la tâche en 2012, étant donné que là, on savait qu'on s'adressait à un groupe de parents où il y avait fort potentiellement des enfants. Voilà. Alors, donc l'échantillon, c'est un échantillon représentatif à l'échelle du Québec. On avait 4029 mères et 1342 pères qui devaient vivre au moins 40% du temps avec l'enfant. Alors ça, c'était pour vraiment avoir une personne qui connaissait très bien l'enfant et aussi qui avait un lien avec l'enfant important pour pouvoir nous parler de toutes les questions de la violence. Donc, il fallait qu'il soit 40% du temps avec l'enfant. Et l'enfant devait être âgé de 6 mois à 17 ans. 6 mois à 17 ans, 6 mois et non 0 ans à 17 ans, parce que c'est une question de la base de sondage à la Régie des rentes du Québec. Par le temps que les fichiers sont mis à jour et que l'enfant vient au monde et qu'on a accès à cette information-là, on estimait qu'on devait plutôt viser les enfants de 6 mois et plus. D'autant plus aussi que nos mesures sont toujours questionnées pour les 12 derniers mois. Donc, les enfants de moins de 6 mois auraient une exposition au phénomène différente des autres. Donc,
Les taux pondérés qu'on a obtenus chez les mères, c'est 50,4 et 47,8 chez les pères. C'est les taux qui étaient visés. En fait, on visait 54 chez les mères et 47 chez les pères. Ils sont considérés acceptables pour les mesures qu'on a effectuées. Le questionnaire avait une durée de 25 minutes au téléphone. C'est une entrevue qui se faisait au téléphone avec un questionnaire qui comportait 106 questions. Alors, on a fait ça entre mars et juillet 2012 et suite à ça, on a validé et pondéré les données, utilisé, comme a dit Marie-Ève, essentiellement des statistiques descriptives pour faire l'analyse statistique et écrire le rapport. Juste rapidement, ici, je vous ai mis les tailles d'échantillons pour les 3 passages, les 3 cycles d'enquête. Donc, on avait 2469 mères en 99 et là, en 2004, on a rajouté les pères avec 953 pères. Et en 2012, on avait 1342 pères et 4029 mères. En 2004, c'était un échantillon indépendant. Les mères et les pères, c'était 2 échantillons séparés, alors qu'en 2012, c'était le même échantillon. Et les mères et les pères avaient une probabilité de sélection différente. Quand on appelait dans les ménages, dans les ménages biparentaux, où il y avait la figure maternelle et paternelle qui était présente, on avait une sélection aléatoire, mais différente, à probabilité différente pour les mères et pour les pères. Les mères avaient 71% de probabilité de chance d'être sélectionnés et les pères, 29%. Pourquoi cela? Parce que la plupart de nos indicateurs, vous allez voir plus tard, nos indicateurs principaux sont basés sur la déclaration des mères. C'est essentiellement aussi en 99 parce qu'on basait nos mesures sur la déclaration des mères parce qu'on visait que des mères. Et en 2004, étant donné que la visée chez les pères était exclusivement exploratoire, on avait continué à mesurer nos mesures aussi chez les mères. Il y a d'autres considérations, mais essentiellement c'est ça. Et aussi en 2012, donc c'est pour ça que l'échantillon des mères était plus important que chez les pères. Juste très rapidement, avant de passer la parole à Marie-Ève, vous dire que ce n'est pas un phénomène qui est facile à mesurer au téléphone. Vous comprendrez qu'au point de vue éthique aussi, il a fallu prendre des mesures assez particulières, importantes, et pour s'assurer aussi de la plus grande facilité des répondants à se laisser aller et à parler de leur vie dans leur famille. On a assuré un complet anonymat de l'entrevue, chose qui n'est pas nécessairement le cas pour toutes nos enquêtes. Donc, même malgré le fait qu'on avait une base de données de parents où on avait des informations au départ pour identifier ces personnes-là, au moment où on s'en allait sur le terrain, on a complètement effacé de nos fichiers complètement tous les renseignements confidentiels qu'on pouvait avoir sur ces personnes-là pour la rendre complètement anonyme. La seule affaire qu'on avait, c'était le numéro de téléphone, puis on savait que c'était un parent au Québec, c'est tout. Mais dès que l'entrevue commençait, le numéro de téléphone aussi était complètement effacé. Alors, il n'y avait plus façon de retracer l'individu, le répondant. Cela a causé aussi des problèmes pour, d'habitude, dans nos enquêtes, on a toujours des systèmes de rattrapage, je dirais, pour récupérer nos taux de réponse, pour pouvoir rappeler les personnes au cas où ils ne répondent pas, où il y a une entrevue incomplète, on rappelle et tout ça, mais ça, alors, dans ce cas-ci, étant donné que le numéro de téléphone était effacé, il n'y avait plus façon de retracer cette personne-là. Alors, ça aussi, ça pourrait expliquer un petit peu le taux de réponse faible. Alors, voici, je passe la parole à Marie-Ève pour la suite des choses, pour les résultats, la partie intéressante, quoi. Avant les résultats, c'est les différentes mesures qu'on a utilisées. Donc, environ 10, 11, 12 thèmes couverts dans l'enquête. C'est un défi quand même parce qu'une enquête au téléphone, ça ne doit pas durer trop longtemps pour pas qu'on perde l'intérêt des participants. Dans les enquêtes de 99 et 2004, on avait une entrevue qui durait en moyenne 15 minutes. Ici, on est arrivé avec un peu plus de questions que dans les enquêtes précédentes à avoir une entrevue qui dure environ 25 minutes. Donc, une centaine de questions réparties sur 12 thèmes. Ce que vous voyez en bleu, ce sont les nouveaux thèmes qu'on a ajoutés dans cette enquête-ci. Les thèmes qui sont en noir, c'est les thèmes qu'on a abordés dans les 2 enquêtes précédentes. Donc, ça permet un suivi au niveau des attitudes et des conduites parentales à caractère violent. Mais on a ajouté des mesures
principalement sur les conduites à caractère négligent et l'exposition des enfants à des conduites violentes entre les conjoints. Je vais reprendre rapidement les questionnaires qu'on a utilisés pour chacun des thèmes. Au niveau des attitudes parentales, alors la majorité des questions étaient posées dans l'enquête de 2004 et certaines aussi dans l'enquête de 99. Donc, environ, de mémoire, 4 ou 5 attitudes générales sur la manière dont les parents voient la discipline des enfants, comment ils perçoivent la punition corporelle, donc sont-ils en accord ou pas avec cette méthode disciplinaire. Une question sur l'efficacité perçue de la punition corporelle qui a été posée en 2004 et en 2012. Donc, selon les parents, est-ce que la punition corporelle, c'est une méthode efficace pour discipliner un enfant? Donc, l'échelle de réponse pour l'ensemble des questions, en fait, les 3 premières, c'est fortement d'accord à fortement en désaccord avec chacun des énoncés. On a posé des questions sur les attributions de blâme à l'enfant. Donc, dans quelle mesure est-ce que le parent attribue le blâme du recours à la punition corporelle, en blâmant l'enfant? Donc, est-ce que, selon lui, il est acceptable qu'un parent tape l'enfant si l'enfant est désobéissant, si l'enfant est violent ou si l'enfant est provoquant? Donc, on a des mesures pour 2004 et 2012. Et 2 questions qu'on a posées depuis le début des enquêtes en 99 sur le niveau de sensibilité parentale concernant le recours à la violence qu'on nomme mineure, donc l'agression psychologique ou la violence physique mineure. Donc, on demande aux parents, selon lui, à quelle fréquence est-ce que ça arrive que les parents développent des problèmes psychologiques quand on sacre après eux de façon répétée. Pardon? Les enfants. Les enfants qui développent des problèmes psychologiques quand on sacre après eux, ou on crie ou sacre après eux de façon répétée. Donc, soit que ça arrive souvent, très souvent, jamais ou rarement. Les conduites parentales à caractère violent, ce sont des conduites qu'on a documentées depuis la première enquête en 99, en 2004 et en 2012. Donc, ici, on a utilisé la version traduite du Parent-Child Conflict Tactic Scale, qui est l'instrument le plus souvent utilisé dans les enquêtes épidémiologiques populationnelles pour documenter la violence envers les enfants, donc développé par l'équipe de Strauss aux États-Unis. Alors, les questions, on a fait quelques petites adaptations en 99 et on a utilisé les mêmes adaptations dans les enquêtes subséquentes. Ce sont les enfants, en fait, les questions sont posées pour l'ensemble des adultes du ménage. Donc, on ne demande pas aux parents si eux-mêmes sont responsables des conduites, mais on demande pour l'ensemble. Est-ce que c'est arrivé que l'enfant, en fait, est-ce qu'il est arrivé qu'un adulte de la maison, donc ça pourrait être le répondant, ça pourrait être un grand frère, une grande sœur, ça pourrait être tout autre adulte qui habite dans la maison, commettent en fait les conduites qui sont documentées dans le questionnaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien là. Les conduites, en fait, on a de la discipline non violente, mais ce qu'on a analysé, nous, c'est l'agression psychologique et la violence physique. Donc, agression psychologique, est-ce que c'est arrivé au cours des 12 derniers mois qu'un adulte de la maison, par exemple, crie ou hurle après l'enfant? Et là, les choix de réponse, c'est en termes de fréquence. Alors, ce n'est jamais arrivé. C'est arrivé 1 ou 2 fois. C'est arrivé 3 à 5 fois ou 6 fois ou plus pour chacune des conduites. On va revenir tout à l'heure dans les résultats, on va revenir sur les items du questionnaire. Donc, au niveau des conduites parentales à caractère négligent, ça a été tout un défi de trouver une mesure populationnelle de la négligence ou de conduite à caractère négligent. En fait, il en existe très peu. Il en existe pour les enfants, mais il en existe très peu pour les parents. Donc, quand on pose la question à des parents, alors, on en a trouvé une qui est le MNBS. Donc, les questions sont posées pour les 12 derniers mois. Donc, ça nous permet d'établir des taux de prévalence annuels, tout comme pour les conduites à caractère violent. Ici, l'instrument est construit de telle façon que c'est par catégorie d'âge de l'enfant. Donc, les questions sont formulées selon que l'enfant est âgé de 6 mois à 4 ans, de 5 ans à 9 ans ou de 10 à 15 ans. Donc, les enfants de 16 et 17 ans ne sont pas concernés par cette mesure-là de conduite à caractère négligent.
C'est la forme abrégée du MNBS qu'on a utilisée afin de documenter 4 formes de négligence ou de conduite à caractère négligent, donc émotionnelle, cognitive, de surveillance et physique. Alors ici, vous avez les différents items et vous avez l'âge auquel ça réfère en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, par exemple, pour la négligence émotionnelle, on demandait est-ce que c'est arrivé qu'un adulte du ménage, au cours des 12 derniers mois, fasse des activités amusantes avec l'enfant. Donc, ça, c'est un item pour la négligence émotionnelle pour les enfants 6 mois à 4 ans. Pour les enfants 10 à 15 ans, c'est est-ce qu'il est arrivé à un adulte de la maison de faire des travaux scolaires avec l'enfant. Donc, je passerai pas trop de temps là-dessus parce que si vous avez des questions après, on pourrait y répondre, mais on est un peu pressé par le temps, alors je vais poursuivre. Au niveau de l'exposition des enfants à des conduites violentes entre conjoints, là aussi, ça a été tout un défi parce qu'il n'existe aucune... en fait, il n'existait... on en a trouvé une seule mesure qui permet de documenter l'exposition des enfants dans la population générale à la violence ou à des conduites de violence entre les conjoints. C'est le Juvenile Victimization Questionnaire qui a été développé par Finkelor et dans la dernière version de 2011, il y a un module qui ne traite que de l'exposition à la violence conjugale. Donc, les questions sont posées encore ici pour les 12 derniers mois, donc ça nous permet d'établir des taux de prévalence annuels. Pour les relations conjugales actuelles ou passées, donc la question c'est, je vais vous la dire parce que je me la suis notée. Bon, j'ai dit ça puis je ne me la suis pas notée. On pourra regarder puis après vous la dire, mais donc on posait la question à savoir combien de fois est-ce que, en fait, l'enfant peut être exposé à différentes expériences par rapport aux relations qui existent entre leurs parents ou entre un parent et son conjoint ou son ex-conjoint. Donc, dans le fond, si la mère n'est plus en couple, mais qu'elle a vécu quand même de la violence de son ex-conjoint au cours de la dernière année, c'était considéré comme de l'exposition à des conduites de violence entre les conjoints. Donc, 3 formes de conduites de violence, violence psychologique, violence physique, qui sont issues du Juvenile Victimization Questionnaire. Mais on a quand même décidé d'ajouter une question qui n'était pas dans le JVQ, mais qu'on considérait qui était importante de documenter parce que c'est très prévalent dans les enquêtes qu'on a trouvées dans la littérature scientifique. Donc, c'est la violence de nature verbale. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'il est arrivé qu'un conjoint insulte, ridiculise ou humilie verbalement l'autre parent? Bon, ensuite, au niveau des déterminants ou des facteurs associés, on a utilisé la sous-échelle de l'indice de stress parental, qui est le stress engendré par le tempérament qui est perçu difficile de l'enfant, qui est perçu difficile par le parent. Donc, jusqu'à quel point le parent, en fait, trouve que son enfant, par exemple, pleure plus souvent que la plupart des autres enfants, que son enfant est plus souvent d'humeur changeante et qu'il est facilement contrarié. Donc, jusqu'à quel point tous ces traits de tempérament-là peuvent générer chez lui un stress. Et les questions ont été posées en 1999 et en 2004. Et à partir de ces questions-là, en fait, c'est par rapport à l'enfant. Je pense qu'on vous a pas précisé, mais que dans le fond, dans l'enquête, s'il y avait plusieurs enfants dans le ménage, on identifiait de manière aléatoire un seul enfant et les questions étaient posées en fonction de cet enfant-là. Les questions sur les conduites à caractère violent, les questions sur son exposition à la violence conjugale, sur les conduites à caractère négligent et sur son tempérament, en fait, sur la perception de son tempérament par le parent. Maintenant, on demandait à la personne répondante des questions pour établir un niveau de dépression, en fait. Alors, c'est la version abrégée du CESD qu'on a utilisé ici. Alors, il y a 12 questions avec une échelle de réponse de 1 à 4, c'est jamais arrivé, ou c'est arrivé souvent ou très souvent, ou la plupart du temps. Et là, les questions, ce qui est particulier ici avec l'échelle, c'est que ça réfère à la dernière semaine.
Donc, on posait des questions pour la dernière semaine avant l'enquête. En fait, est-ce que le parent, jusqu'à quel point ça lui est arrivé d'avoir aucune envie de manger, d'avoir peu d'appétit, etc. Consommation d'alcool, c'est encore une nouvelle mesure qu'on a utilisée dans cette enquête-ci, qui n'était pas dans les enquêtes précédentes. Donc, au cours des 12 derniers mois, on demandait aux parents, en fait, de nous on posait certaines questions sur la dépendance et les effets nocifs de la consommation d'alcool sur une échelle de réponse de 1 à 5. Donc, est-ce que c'est arrivé jamais, à 5, toujours ou presque tous les jours? Donc, pour chaque niveau de réponse, on donnait un équivalent en termes de combien de journées ça peut être l'équivalent. La consommation de drogue aussi, c'est une nouvelle mesure qu'on a utilisée en 2012, qui est issue du DAST. Alors, encore ici, ça réfère aux 12 derniers mois avant l'enquête. Et ici, c'était des réponses, en fait, avec une échelle dichotomique, oui, non. Donc, on demandait aux parents, est-ce qu'il a utilisé combien? Bon, il y avait des questions générales sur l'utilisation de drogue. Est-ce que, par exemple, il y a eu un sentiment de culpabilité? Oui, non, etc. Donc, une dizaine de questions sur le thème de la consommation de drogue. Une autre nouvelle mesure qu'on a utilisée dans la dernière enquête, c'est le stress lié à la conciliation travail-famille. Alors ici, on a utilisé les questions qui avaient été posées dans l'ELDEC. Alors, encore là, au cours des 12 derniers mois, 4 questions qu'on posait aux répondants. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression que vous deviez courir toute la journée pour faire ce que vous aviez à faire? Et l'échelle de réponse était de 1 à 5. Le soutien social, ce sont des questions qu'on a posées dans l'enquête de 99 et 2004. Alors, une première question générale sur la satisfaction par rapport à la vie sociale et des questions sur la perception du soutien social qui sont issues de l'échelle de provision sociale de Cutrona, qui ont été utilisées, je crois, dans l'ELNEJ. C'est de là qu'on avait tiré les questions en 99. Donc, 5 questions avec une échelle de réponse de 1 à 4. Est-ce que le parent est fortement d'accord, plus ou moins d'accord, fortement en désaccord ou plus ou moins en désaccord avec les 5 énoncés? Bon, ça fait le tour des différents questionnaires qu'on a utilisés dans l'enquête. Maintenant, les résultats. Alors, premier résultat, l'évolution, en fait, la prévalence annuelle des conduites à caractère violent. Alors, ce qu'on constate, c'est que, tout comme dans les enquêtes précédentes, les enfants sont très souvent subissent, excusez-moi, il y a tellement de nuances, subissent de l'agression psychologique au cours de la dernière année, donc 80%. Alors, ce taux est stable, en fait, depuis les 2 dernières enquêtes. Il n'y a pas de différence significative. Là où on voit une différence significative, c'est au niveau de l'agression psychologique répétée. Là, je vous fais une petite explication rapide. On a utilisé l'agression psychologique répétée comme indicateur d'agression psychologique, considérant que les items qui documentent l'agression psychologique sont des items qui touchent 80% des enfants. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'agression psychologique? On est un peu limité parce qu'on utilise le vocabulaire de l'instrument de mesure qui considère que, par exemple, crier après l'enfant, c'est de l'agression psychologique. Mais donc, 80%, c'est des taux élevés, mais on s'est dit qu'en utilisant un point de coupure plutôt à 3 fois ou plus au cours de l'année, c'est comme un patron de comportement qui est plus récurrent d'agression psychologique envers l'enfant. Donc, dans les prochaines diapositives, quand on fait le lien avec les facteurs associés, on utilise l'indicateur d'agression psychologique répétée plutôt que l'indicateur d'agression psychologique. Alors, ce qu'on voit, la différence, c'est qu'il y avait eu une augmentation significative de l'agression psychologique répétée entre 1999 et 2004. Donc, c'était passé de 48% à 52,4% en 2004. Et là, ce qu'on voit en 2012, c'est que ça revient au niveau de base que c'était en 1999. Donc, il y a eu une diminution depuis 2004.
Ce qu'on voit au niveau de la violence physique mineure, ici, il faut comprendre, dans le fond, qu'on parle de punition corporelle envers les enfants. Donc, on ne parle pas de violence sévère, mais on parle de comportements qui sont encore légalement admis au Québec et au Canada. Dans le Code civil canadien, c'est encore admis que d'utiliser la force raisonnable envers les enfants. Donc, on parle de punition corporelle ici. Alors, ce qu'on avait vu entre 99 et 2004, c'est qu'il y avait eu une baisse significative de la punition corporelle et cette baisse-là continue en 2012. Donc, c'est passé de 47%, presque 48% en 99 à 35% en 2012, l'utilisation de au moins une fois de punition corporelle au cours de la dernière année. Au niveau de la violence physique sévère, les taux sont restés stables entre les trois moments de l'enquête. Donc, c'est demeuré autour de 6% des enfants qui sont victimes. C'est quand même un enfant sur 20 qui est victime une fois par année de violences physiques mineures. Et là, c'est vraiment des conduites qui sont sévères à un point tel que ça pourrait faire l'objet d'un signalement à la DPJ. Alors, voilà pour l'ampleur et l'évolution. Bon, ça résume ce que je vous ai dit ici. Donc, dans le fond, diminution de la violence physique mineure depuis 99. Quand même, la majorité des enfants qui vivent de l'agression psychologique répétée, presque, en fait, la moitié des enfants qui vivent au cours d'une année et un enfant sur 3 qui vit de la violence physique mineure, de la punition corporelle au cours d'une année. On a regardé rapidement c'était quoi les taux de co-occurrence entre ces différentes formes de violence de conduite parentale à caractère violent. Et ce qu'on constate, c'est la même chose qu'on avait constaté en 99, c'est que la majorité des enfants qui sont victimes de violence physique mineure, de punition corporelle, sont aussi victimes d'agression psychologique. Donc, quand on donne une fessée à un enfant, souvent on va crier ou sacrer après lui en même temps. Au niveau de la violence physique sévère, là aussi, la majorité des enfants, c'était 5,9%. De ce 5,9%-là, il y en a 4,2% qui vivent les 3 formes de violence. Donc, à la fois de la mineure, à la fois de l'agression psychologique et à la fois de la violence physique sévère. Quand on regarde les taux de co-occurrence de violence ici, des 3 formes de violence, 4,2%, ces taux-là sont significatifs. Est-ce que je me trompe? Excusez-moi, là. Et c'est comparable à ce qu'on avait trouvé en 2004. Donc, en 2004, c'était 4,9%. Donc, voilà. Il reste 30 minutes. Je vais essayer d'accélérer un peu. J'en ai sauté une? OK. Alors là, on a regardé l'évolution des conduites parentales, mais on avait aussi documenté les attitudes parentales en 99, en 2004 et en 2012, ce qui nous permet de voir l'évolution aussi des attitudes parentales. Donc, ce qu'on voit ici, premier constat, c'est la première question de l'enquête. En fait, on demande aux parents de nous dire, selon eux, est-ce que les parents du Québec sont trop mous avec leurs enfants? Et ce qu'on avait trouvé en 99 et en 2004, c'était que la grande majorité des gens trouvaient que on est trop mou avec nos enfants au Québec. Et ce constat-là s'est maintenu, c'est-à-dire que les parents trouvent que les Québécois sont trop mous avec leurs enfants. C'est 80% des gens qui pensent ça, à la fois les mères et les pères. Donc, il n'y a pas de différence entre les 3 temps de mesure, c'est le même constat. Au niveau des autres attitudes parentales, ce qu'on voit quand on compare les temps de mesure, c'est qu'il y a une diminution à la fois chez les mères et chez les pères des attitudes favorables à la punition corporelle. Par exemple, quand on demande aux parents de nous dire est-ce que selon vous, certains enfants ont besoin qu'on leur donne une bonne tape pour apprendre à se conduire? C'était en 2004, 25% des mères qui étaient d'accord ou fortement d'accord avec cet énoncé, alors que en 2012, c'est 15% des mères. Donc, je ne sais pas si... Ah, c'est ça ici, là. C'est rare que j'utilise un... Alors, il y a vraiment une diminution significative des attitudes par rapport à la punition corporelle et ça se voit aussi dans d'autres types d'attitudes parentales. Par exemple, si on leur demande, est-ce que vous trouvez que c'est une méthode efficace pour éduquer un enfant? À la fois, les mères et les pères se montrent moins d'accord avec cet énoncé-là entre 2004 et 2012.
Au niveau des attitudes d'attribution parentale, on n'a pas les données pour 99, mais on a les données pour 2004 et 2012. Et ce qu'on voit encore là, ça confirme ce qu'on a observé au niveau des attitudes générales et au niveau des conduites de punition corporelle, c'est-à-dire que les parents ont beaucoup moins tendance à attribuer le blâme à l'enfant pour avoir recours à la punition corporelle. Par exemple, si on leur demande « Est-ce que c'est acceptable de donner une tape quand l'enfant est provoquant? » En 2004, 24% des mères nous disaient oui, alors que c'est 12% en 2012. Donc, il y a vraiment des différences significatives et on retrouve ça pour les 3 types d'attribution parentale et on le retrouve à la fois chez les mères et à la fois chez les pères. Le dernier type de mesure d'attitude parentale, c'est le niveau de sensibilité par rapport au recours à l'agression psychologique répétée et à la punition corporelle. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de l'agression psychologique, il n'y a pas de différence significative entre 2004 et 2012 chez les mères, c'est-à-dire que les mères sont tout autant sensibles par rapport à l'agression psychologique répétée qu'elles ne l'étaient en 99. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que depuis 99, il y a quand même une petite différence ici, c'est-à-dire qu'en 99, elle se montrait peut-être un peu moins sensible et elle se montre depuis 2004-2012 un petit peu plus sensible par rapport à la punition, à l'agression psychologique répétée. Au niveau de l'autre question sur le niveau de sensibilité par rapport aux blessures potentielles suite à la punition corporelle, il y a une diminution significative entre 2004 et 2012 chez les mères. Donc, les mères croient que ça arrive moins souvent, en fait, en 2012, comparativement à 2004, que ça arrive moins souvent que les enfants peuvent être blessés suite aux punitions corporelles, comparativement à 2004. Bon, en fait, c'est la même chose que je vous l'ai dite. Vous aurez, je crois, oui, sur le site, vous aurez le diaporama. Bon, maintenant, les résultats concernant l'exposition des enfants aux conduites de violence entre conjoints et aux conduites parentales à caractère négligent. Au niveau de l'exposition des enfants aux conduites de violence, on a regardé, comme je vous disais tout à l'heure, 3 formes de violence conjugale, verbale, psychologique et physique. Verbale étant la question qu'on a développée pour l'enquête, qui ne vient pas du Juvenile Victimization Questionnaire. Et c'est là qu'on trouve le taux de prévalence annuel, en fait, le plus élevé, c'est-à-dire que 25% des enfants du Québec auraient été exposés au moins une fois à cette forme de conduite parentale, de conduite de violence entre conjoints au cours de l'année. Au niveau de la violence psychologique, qui est par exemple de menacer de blesser l'autre parent ou de détruire la violence psychologique qu'on appelle symbolique, de détruire un objet, de lancer un objet ou de frapper dans un mur. Alors ici, c'est 5,6% des enfants qui auraient été victimes, en fait, qui auraient été exposés à cette conduite de violence psychologique entre conjoints au cours de la dernière année. Et au niveau de la violence physique, 1,7% des enfants qui ont été exposés au cours de l'année à des conduites de violence de nature physique entre conjoints, comme pousser, bousculer, frapper ou gifler l'autre parent. Alors, voici ce que je vous disais. Maintenant, au niveau des conduites parentales à caractère négligent. Donc, la mesure, je vous disais qu'elle a été construite de manière à avoir des questions spécifiques selon la catégorie d'âge des enfants, de telle sorte qu'on n'a pas une prévalence pour les enfants 0-17 ans, mais on a des prévalences par catégorie d'âge d'enfants. Donc, les 6 mois, 4 ans, c'est 28% des enfants qui auraient été victimes d'au moins une conduite parentale à caractère négligent au cours de l'année. 31%, 32% pour les enfants 5 à 9 ans et 19% pour les enfants 10 à 15 ans. Il faut quand même faire attention ici parce que cette mesure-là, c'est très exploratoire et elle a comporté, en fait,
je vais en parler tout à l'heure, mais on a eu beaucoup de difficultés avec cet instrument-là. Il représente beaucoup de défis. Alors, il faut avoir ça en tête quand on regarde les taux de prévalence qui sont élevés quand on les regarde comme ça. Et les enfants de 16 et 17 ans ne sont pas représentés ici. En fait, les questions pour cette mesure-là, ce ne sont pas une échelle de fréquence comme les conduites parentales à caractère violent ou l'exposition des enfants à la violence conjugale. On ne demandait pas combien de fois c'est arrivé au cours de l'année, mais c'est davantage une mesure de situation, en fait de fréquence, mais pas en termes de nombre de fois. Donc, parfois, jamais, souvent, très souvent. Et ça nous a permis de regarder selon les différentes catégories d'âge la fréquence de ces questions-là pour avoir une meilleure idée mais c'est encore exploratoire ces mesures-là ici, là, mais pour avoir une meilleure idée de comment ça se déclinait chacune des conduites ou de l'omission des conduites, parce que la négligence, dans le fond, c'est pas une conduite, mais c'est plutôt d'omettre de répondre aux besoins de l'enfant. Donc, ça nous donne une idée et on a dans le rapport d'enquête ces tableaux-là pour chacune des 3 catégories d'âge des enfants. Alors, voici peut-être rapidement les points sur lesquels il faut faire attention quand on regarde les résultats. Bon, d'abord, les enfants 16-17 ans ne sont pas représentés. La mesure comporte de nombreux défis méthodologiques, dont l'absence du choix de réponse ne s'applique pas pour certaines questions. Par exemple, est-ce qu'on les a ici? Je les avais-tu mises? Non. Ne s'applique pas. On posait la question, par exemple, pour les enfants 5 ans. Bon, je ne l'ai pas mis là. C'est pas. 5 à 9 ans, on leur demandait à quelle fréquence est-ce que le parent va l'aider à faire ses devoirs ou accrocher ses travaux scolaires. Pour les enfants, catégorie d'âge 5 ans à 9 ans. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait certains enfants de 5 ans qui n'allaient pas à l'école. Donc, la question ne s'appliquait pas. Et c'est arrivé pour certaines questions comme ça dans l'enquête, où on s'est rendu compte après coup qu'il y a certaines questions qui étaient peut-être mal... en fait, il y avait des catégories qui ne s'appliquent pas qui étaient pas là. Il y avait aussi une question qui a été mal comprise par les répondants. On demandait pour les enfants 6 mois, 4 ans, à quelle fréquence est-ce que on laissait l'enfant, mon Dieu, je me rappelle plus encore là. À quelle fréquence est-ce que c'est arrivé que vous étiez dans une autre pièce que l'enfant et que vous l'avez entendu pleurer? Ah, c'est ça. À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison soit capable d'entendre l'enfant pleurer alors qu'il se trouvait dans une autre pièce que l'enfant? C'est une question un peu compliquée, puis les gens comprenaient mal la question. Donc, un autre défi. Et les points de coupure aussi sont à revoir parce que nous, pour l'instrument MNBS, on a utilisé les points de coupure des auteurs de l'instrument pour établir les seuils de prévalence, pour dire à partir de quel seuil est-ce qu'on dit que c'est arrivé pour établir nos seuils de prévalence ici. Et c'est peut-être à revoir pour certaines formes de négligence. Juste pour vous donner une idée, les points de coupure sont différents aussi en fonction des âges des enfants, parce que les questions sont différentes. Mais par exemple, pour les 6 mois, 4 ans, dès qu'un parent nous dit que c'est jamais arrivé qu'il fasse des activités amusantes ou qu'il fasse des câlins, des bisous à l'enfant, il est considéré comme un parent, comme un enfant, en fait, ici dans le 28%. Donc, un enfant qui serait victime de conduite parentale à caractère négligent. Donc, il y a lieu de se questionner sur les points de coupure pour les différentes échelles de mesure. Bon, maintenant, au niveau des... C'est bon, il nous reste 15 minutes. Excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude de parler avec un micro. Alors, au niveau des facteurs associés, on a divisé la présentation pour parler des facteurs associés avec chacune des conduites à caractère violent, négligent et de l'exposition des enfants à la violence conjugale. Donc, pour commencer, les conduites à caractère violent, qui sont l'agression psychologique et la violence physique,
Ici, ce sont des tests de Kikari, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est pas des analyses de régression. Alors, ce qu'on voit rapidement, c'est que, comme on avait vu dans les enquêtes précédentes, les garçons sont plus victimes que les filles de violences physiques et d'agressions psychologiques. Au niveau de l'âge des enfants, ça rejoint aussi ce qu'on avait trouvé en 2004 et en 99, c'est-à-dire que bon, les enfants les plus jeunes sont beaucoup moins victimes que les autres enfants d'agressions psychologiques, ce qui fait sens. Et la punition corporelle, en fait, les enfants 3-6 ans sont beaucoup plus souvent victimes que les autres enfants. Et au niveau de la violence physique sévère, en fait, ce serait davantage les enfants de 7 ans à 14 ans qui seraient victimes comparativement aux enfants des autres catégories d'âge. Donc, on voit déjà qu'il y a un certain patron qui s'installe selon le niveau d'âge de l'enfant. Au niveau du stress parental, la même chose qu'on avait trouvé dans les enquêtes précédentes et dans toutes les analyses de régression qu'on fait avec les données de l'enquête 2004, c'est un facteur qu'on retrouve presque toujours associé à l'occurrence de la violence physique ou de l'agression psychologique, c'est-à-dire que les parents qui trouvent que l'enfant engendre chez eux beaucoup de stress vont déclarer davantage d'agressions psychologiques et de violences physiques mineures et de violences physiques sévères comparativement aux parents qui déclarent un faible niveau de stress parental. Les attitudes sont très, en fait, la violence est très corrélée à toutes les attitudes, presque toutes les attitudes parentales. Ce qu'on voit, par exemple, ici, pour vous donner un exemple, j'ai pris l'attitude de certains enfants ont besoin qu'on leur donne des tapes pour apprendre à bien se conduire. Donc, les parents qui se montrent fortement ou plutôt d'accord avec l'énoncé vont déclarer davantage, non, je m'excuse. Oui, c'est ça, fortement d'accord, vont déclarer davantage d'agressions psychologiques que ceux qui se montrent plutôt ou fortement en désaccord, ici. Et c'est la même chose pour la punition corporelle et l'agression, la violence physique mineure. Donc, c'est presque 3-4 fois plus de parents qui vont déclarer de la violence physique sévère s'ils pensent que certains enfants ont besoin qu'on leur donne des tapes pour apprendre à bien se conduire. Pour les attributions parentales, ça suit exactement le même patron, c'est-à-dire que plus les parents ont tendance à attribuer le blâme de la violence à l'enfant, plus ils vont déclarer de l'agression psychologique répétée, au moins 3 fois ou plus au cours de la dernière année, de la violence physique mineure et de la violence physique sévère. Et ça, c'est vrai pour les 3 types d'attributions parentales. Bon, maintenant, rapidement, au niveau des facteurs associés qui sont propres aux parents eux-mêmes, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont presque tous associés aux 3 formes de conduite parentale à caractère violent, que ce soit le stress lié à la conciliation travail-famille, la consommation d'alcool et de drogue aussi, associée à davantage de violence dans la vie des enfants, et la dépression est aussi fortement associée, c'est-à-dire que les parents qui ont des symptômes graves, modérés à graves, selon l'indice de dépression qu'on a utilisé, vont déclarer davantage d'agressions psychologiques répétées, de violences physiques mineures et de violences physiques sévères. Au niveau des caractéristiques des ménages et des caractéristiques socio-économiques, ce qu'on voit, c'est que l'agression, en fait, il y a une particularité ici, et c'est ce qu'on avait déjà vu en 2004, c'est que l'agression psychologique répétée, elle est davantage présente quand les mères se disent plus éduquées. Donc, les mères qui déclarent un niveau collégial ou universitaire vont déclarer davantage d'agressions psychologiques répétées. On ne trouve pas ce lien-là pour la violence physique. Et ce qu'on voit aussi, c'est au niveau de l'indice de défavorisation sociale et matérielle qu'on a pu calculer dans l'enquête, c'est que les familles qui habitent des quartiers plus favorisés, selon l'indice de Pampalon, vont déclarer davantage d'agressions psychologiques répétées et on ne trouve pas ça pour la violence physique mineure. En fait, la violence physique mineure, ce qu'on trouve ici, c'est davantage des revenus faibles qui sont associés
à ces deux formes de conduite-là. Donc, il y a comme un patron qui est différent au niveau de l'agression psychologique en termes de situation de vie peut-être plus aisée et la violence physique qui survient davantage dans les familles à faible revenu. Voilà. Maintenant, au niveau des facteurs associés à l'exposition des enfants à la violence entre conjoints, les attitudes sont un peu, on retrouve un peu moins d'association entre l'exposition à la violence conjugale et les attitudes parentales comparativement aux conduites parentales de violence physique et d'agression psychologique. Par contre, cette attitude est associée, donc c'est-à-dire que plus les parents croient qu'il serait acceptable qu'un parent tape un enfant s'il est désobéissant, plus ils vont déclarer des conduites à la fois de nature verbale, entre conjoints, de nature psychologique et de nature physique. C'est la seule attitude, en fait, qui est associée à l'exposition des enfants à la violence conjugale. Au niveau de l'indice de stress parental, c'est comme les conduites parentales à caractère violent, l'exposition des enfants à la violence conjugale est beaucoup plus élevée quand les parents déclarent des niveaux élevés de stress parental, donc que ce soit les conduites de nature verbale, psychologique ou les conduites de nature physique. Rapidement, ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que les caractéristiques des parents, en fait, des mères, sont associées à la violence, plus fortement là, à l'exposition à la violence verbale. Donc, les mères qui déclarent un stress, davantage de stress lié à la conciliation au travail, des problèmes de consommation d'alcool et de drogue et des symptômes de dépression vont déclarer davantage de violence conjugale de nature verbale au cours de l'année. Ces associations-là sont moins présentes pour la violence de nature physique et la violence de nature psychologique, quoique la dépression est quand même présente dans ces deux autres formes d'exposition à la violence conjugale. Au niveau des conditions de vie, on trouve quand même pas mal d'associations et c'est dans le même sens pour les trois formes d'exposition à la violence conjugale, c'est-à-dire que les mères qui déclarent des niveaux de scolarité inférieurs, le primaire, secondaire, vont déclarer davantage d'exposition de violence conjugale là, dans la vie de l'enfant. Au niveau des types de familles, en fait, c'est surtout ici que ça sort, mais quand vous voyez les petits symboles, là, plus il y en a, là, plus il faut faire attention. Là. Donc, des X, des A, des B, là, ça, c'est moins bon. C'est-à-dire que les estimations sont moins précises. Au niveau du niveau de satisfaction face à la vie sociale, ce qu'on voit, c'est que plus les mères se montrent insatisfaites de leur vie sociale, plus elles vont déclarer d'exposition à la violence conjugale dans la vie de l'enfant, et la même chose pour le faible revenu. Voilà, on dirait que je fais un marathon. Maintenant, les principaux facteurs associés aux conduites parentales à caractère négligent, mais je vous rappelle ici que la mesure est très exploratoire. Ah oui, ce qui est vraiment intéressant ici, par exemple, c'est qu'on constate que les principales associations qu'on voit, c'est avec les enfants, en fait, au niveau des attitudes et des attributions parentales, c'est seulement au niveau des enfants 10 à 15 ans. Donc, les mères qui se montrent, et on le voit pour toutes les attitudes, les mères qui se montrent d'accord avec la tape, les mères qui pensent que, par exemple, la fessée est efficace, qu'il devrait y avoir une loi qui permet d'utiliser la fessée, que les enfants ont besoin de fessée. Ces mères-là, qui se montrent d'accord avec ces énoncés-là, vont déclarer davantage de conduite ou de mission de conduite à caractère négligent, mais seulement pour les enfants de 10 à 15 ans, et on ne trouve pas ces associations-là pour les enfants de 6 mois à 9 ans. Celle-là, elle était là, mais elle n'a pas rapport là, tu te rappelles? Au niveau des autres caractéristiques des ménages, en fait, ce qu'on voit, alors que les attitudes étaient davantage associées à la négligence chez les 10-15 ans, c'est pas le cas pour les caractéristiques des mères qui sont davantage associées à la négligence chez les plus jeunes enfants, chez les 6 mois, 4 ans.
Donc, le stress parental, la consommation d'alcool, de drogue et la dépression sont toutes associées aux conduites à caractère négligent chez les 6 mois, 4 ans, alors que ces associations-là sont moins présentes chez les autres enfants. Par exemple, au niveau des conditions de vie, ce qu'on voit, c'est encore chez les 10-15 ans que les associations ressortent, alors que c'est pas le cas chez les enfants plus jeunes. Donc, les mères qui déclarent un soutien social faible vont déclarer davantage de conduites à caractère négligent. Les mères qui se considèrent pauvres, très pauvres, et qui ont un faible revenu, mais seulement pour les 10-15 ans, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça sorte pour les enfants plus jeunes. Mais les associations ne sont pas sorties pour cette catégorie d'âge-là. J'ai presque terminé. Je crois que je suis exactement dans le temps. C'est très bien. Alors, très rapidement, on a fait on a sorti aussi dans le rapport, et là, je vous présente pas ces résultats, mais vous avez une section dans le rapport qui porte sur toutes les associations que je viens de vous présenter, mais pour l'échantillon des pères. Donc, quand les pères nous déclarent de l'agression psychologique, de la violence physique, l'exposition de l'enfant à la violence conjugale et de la négligence, quelles sont les associations avec l'ensemble des facteurs? Et de manière générale, en fait, on voit quand même des similitudes entre les mères et les pères pour les associations. Il y a quelques différences qui sortent au niveau principalement de l'agression psychologique. Il y a moins d'associations qui sortent chez les pères que ce qu'on retrouve chez les mères. Vous aurez ça dans le rapport d'enquête, mais j'ai pas le temps de vous en parler davantage. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure de manière très générale? Bon, la violence physique se manifeste rarement seule. Les enfants qui sont victimes, on a vu 4,2% des enfants, en fait, sont victimes des 3 formes de violence, et la majorité des enfants qui sont victimes de punitions corporelles sont aussi victimes d'agressions psychologiques. Au niveau de l'évolution, on a vu la tendance qu'on décèle en fait de moins en moins de punitions corporelles depuis les 13 dernières années dans la population du Québec. Par contre, les situations les plus graves persistent, les plus graves étant la violence physique très sévère, à 6%, aux alentours de 6%, un taux qui se maintient depuis 1999, et au niveau de la co-occurrence des 3 formes de violence, c'est-à-dire que 4,2% des enfants sont victimes des 3 formes de violence et que ça n'a pas changé depuis 3 ans, cette co-occurrence-là. On voit aussi que, dans le fond, ça fait sens, c'est-à-dire que on voit une diminution au niveau des attitudes parentales favorables à la punition corporelle. Donc, ça vient confirmer la tendance qu'on observe au niveau des conduites parentales de punition corporelle. Ce qui est aussi présent, qu'on avait vu dans l'enquête de 99, c'est que les parents sont encore très largement en faveur de fermeté, c'est-à-dire qu'ils trouvent que les parents du Québec, à 80%, trouvent que les parents du Québec sont trop mous avec leurs enfants. Et c'est ce qu'on trouvait aussi en 99 et en 2004. Donc, ils trouvent les parents du Québec sont trop mous, mais en contrepartie, sont moins en faveur de la punition corporelle. Voilà. Au niveau des nouvelles mesures, ce qu'on peut en conclure, c'est que l'exposition des enfants à la violence, aux conduites de violence entre les conjoints, touche quand même une proportion importante d'enfants, surtout pour ce qui est de la violence verbale. Donc, 25% des enfants qui auraient été exposés à cette forme de violence au cours de l'année. Je vous ai pas présenté les résultats, mais on a aussi des résultats dans l'enquête, dans le rapport, sur la co-occurrence entre la violence, l'exposition à la violence conjugale et les autres formes de violence dans la vie de l'enfant, la violence physique, la violence psychologique. Et les taux de co-occurrence sont élevés entre les deux mesures. Au niveau des conduites de négligence, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça touche les enfants de tous les âges, donc pas seulement les enfants 6 mois, 4 ans, mais aussi les enfants 10 à 15 ans. Mais qu'on voit au niveau des différents facteurs associés, peu importe le type de pratique, que ce soit l'agression psychologique, la violence physique, l'exposition ou la négligence, on voit certains patrons de comportement, patrons plutôt de facteurs qui sont associés à chacune des conduites qui sont différentes, qui témoignent de contextes de vie différents des parents.
Voilà, je vais passer la parole à Jocelyne. Merci, Marie-Ève. Le dessert, c'est juste pour vous parler du potentiel d'analyse des données. Vous avez vu la quantité d'informations qu'on a colligées dans cette enquête-là. Puis Marie-Ève a présenté une partie de ça. Une partie des données ont été analysées dans le rapport statistique. Le fichier de données est accessible aux gens qui voudraient faire des analyses et qui voudraient travailler là-dessus. Il est ici d'ailleurs au cas de risque qui est logé ici au CQSS. Donc, juste pour vous mettre de l'eau à la bouche, je me disais que ce serait le fun de parler du potentiel d'analyse des données. Comme Marie-Ève l'a signalé, on a fait uniquement des analyses bivariées. Ce serait intéressant de faire des analyses multivariées là-dessus. On a quand même un échantillon de mères et de pères représentatifs du Québec et aussi on a des données pour 99, 2004 et 2012. Donc, il y a des analyses d'évolution à faire là-dessus. Pour les nouvelles échelles de mesures qui ont été étudiées ici en 2012, comme Marie-Ève l'a présenté, il y a quand même des défis, donc il pourrait y avoir des études plus poussées pour raffiner la mesure. Ce serait intéressant de faire ça pour l'éventuelle prochaine enquête sur le sujet. Donc, la question de la négligence et de l'exposition des comportements violents entre conjoints aussi, ce serait une mesure qui pourrait être affinée davantage. On peut croiser aussi avec d'autres variables qu'on a dans le fichier qu'on n'a pas utilisé. On peut faire des comparaisons davantage sur le point de vue des mères et des pères, faire des analyses différenciées selon l'âge des enfants, approfondir certaines relations, dont notamment la question des signes dépressifs chez les parents, qui est la toxicomanie, la consommation d'alcool et de drogue, et aussi faire aussi des associations avec les profils sociodémographiques des parents qu'on a aussi dans le fichier. Alors ça, c'est juste une idée. Sky is the limit. Vous pouvez passer à vos propres hypothèses de recherche. Alors voilà, merci beaucoup Marie-Ève pour ta présentation. Merci d'avoir été là. La dernière diapositive aussi, c'est les remerciements pour les organismes subventionnaires, les chaires de recherche sur la violence faite aux enfants et la chaire de recherche sur la victimisation des enfants, aussi le ministère de la Santé évidemment, et aussi le secrétariat à la condition féminine. Tous nos parents participants et tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin à l'enquête, ainsi que vous tous qui avez été un auditoire très gentil avec nous. Merci. Ah oui, ils n'ont pas été gentils. Est-ce qu'il y a des questions à Montréal? Il y en a déjà eu. Bonjour. D'abord, félicitations. Vous avez fait une belle présentation avec le temps qu'on vous avait donné et je constate que certains résultats sont encourageants tout de même là, au niveau. Je suis un conseiller cadre dans un C3S et je suis responsable de la direction locale de santé publique et je travaille actuellement à la préparation d'un laboratoire de promotion de santé pour les travailleurs sociaux qui interviennent auprès des JD réguliers. Donc, ma question va porter davantage sur le potentiel d'analyse à l'échelle montréalaise, mais je vais vous expliquer. À savoir, d'abord, j'ai compris que l'échantillon était représentatif des familles du Québec, disons-le ainsi. Est-ce que ça serait possible de sous-exploiter ça pour avoir une représentativité à l'échelle de Montréal? Deuxième sous-question, les groupes d'âge ne correspondent pas à ceux qui sont développés à la DPJ. Est-ce qu'il y aurait possibilité de refaire les... J'ai pas compris, excusez-moi. La deuxième question, c'est concernant les groupes d'âge. Ils ne d'âge. correspondent pas à ceux de la DPJ. Est-ce que c'est possible de les refaire? Troisième aspect, les caractéristiques culturelles ont-elles été utilisées, pondérées, ainsi de suite, parce qu'on comprend que la réalité montréalaise, la réalité culturelle à Montréal est importante. Maintenant, concernant la portée à la limite de la mesure, concernant la violence psychologique répétée, j'ai constaté que l'écart entre ceux qui étaient fortement en accord, ceux qui étaient fortement en désaccord était très faible, était très, très mince. Ensuite de ça, il y avait des variables concernant la scolarité et l'indice de défavorisation où les résultats n'étaient pas significatifs pour tenter d'expliquer ça. Et puis, ça me posait la question suivante, est-ce qu'il n'y a pas un biais de la mesure-t-on vraiment la violence psychologique? Voilà. Vous avez beaucoup de questions. Hein? Peut-être que je vais laisser pour la première, je vais laisser répondre l'ISQ. La question du groupe d'âge, oui. Je ne connais pas les groupes d'âge qu'utilise la DPJ, mais...
En fait, pour ce qui est de la mesure de l'agression psychologique, de la violence physique et de l'exposition à la violence conjugale, c'est possible de sortir par ces groupes d'âge-là parce qu'on a l'âge de l'enfant continu. Par contre, pour ce qui est de la négligence, on est contraint un peu avec l'échelle de mesure. Les questions sont posées en fonction des âges de l'enfant. Donc, c'est ça. Et on n'a pas les 0-6 mois, comme Non. je vous avais dit au début. La première question, des analyses pour Montréal? Ah oui, Montréal, non. Malheureusement, c'est une enquête nationale. Donc, pour l'ensemble du Québec, on n'a pas de données régionales pour cette enquête-là. Il aurait fallu un échantillon plus grand. Les variables culturelles. On a voulu intégrer, vous avez vu qu'on a intégré beaucoup de choses dans l'enquête dans cet cycle-là. On a voulu intégrer la question, l'origine ethnique ou le lieu de naissance, le pays de naissance. On a été pris dans le temps et on s'est dit, on ne va pas mesurer ça n'importe comment. Il faudrait réfléchir très bien à la façon qu'on va mesurer cette donnée-là. On sait que c'est une donnée sensible. On s'est dit, on est mieux de prendre notre temps pour bien trouver la bonne... on avait beaucoup de travail aussi sur la planche de travail pour trouver des bonnes mesures de négligence et d'exposition à la violence conjugale. Alors, on s'est dit, celle-là, on a dit qu'on est conscient que c'est un élément très important dans la problématique, surtout pour, ici au Montréal. Et on s'est dit que le prochain cycle, probablement, ce serait une donnée à documenter. Mais tu m'arrêteras si je me trompe, mais il me semble aussi qu'il aurait fallu suréchantillonner parce que c'était ça la difficulté aussi, parce que... Oui, c'est ça. Il aurait fallu avoir des données pour Montréal. Voilà. Les autres questions, je m'excuse, parce que vous avez posé beaucoup de questions. Hein. Il me semble que les patrons qui correspondent pas aux autres vous voulez dire au niveau justement des, c'était pas celle-là, au niveau des contextes de vie ici. Oui, c'est ça. Oui, c'est quand même intéressant de voir ça parce que c'est ce qu'on avait vu aussi en 2004. C'est-à-dire que c'est les mères les plus éduquées qui... on a plusieurs hypothèses. Bon, est-ce que c'est que ces mères-là qui sont plus éduquées sont plus aptes à reconnaître ça quand ça se passe dans la famille? Peut-être que ce serait ça aussi. Peut-être aussi que ce sont des mères qui ne veulent pas utiliser la punition corporelle, mais qui, par débordement, n'ont pas d'autres... on pensait à nous quand... qui, par débordement, manquent peut-être d'éventail d'autres pratiques parentales efficaces, mais il y a lieu de creuser ces questions-là parce que c'est très intéressant, surtout que l'enquête a permis de documenter la conciliation travail-famille. Donc, on n'a pas fait d'analyse de régression là pour voir le poids de cette variable-là, mais moi, d'après moi, ça a un point important pour prédire l'agression psychologique. En fait, pour expliquer l'agression psychologique répétée. Est-ce qu'il y a des questions à Québec? Ou d'autres ici? D'abord, merci pour l'exposé très, très intéressant, très, très dense. Petite question, est-ce qu'il y a d'autres enquêtes du genre ailleurs au Canada, aux États-Unis, en Europe? Au Canada, non. Au Canada, les seules enquêtes qui existent, c'est plus des enquêtes rétrospectives où on demande aux parents, à des adultes, est-ce qu'ils ont été victimes dans leur enfance. Mais auprès des parents, c'est la seule au Canada qui existe et c'est les 3 seuls au Canada. Donc, le Québec fait vraiment figure de référence pour ces enquêtes-là au Canada. Par contre, aux États-Unis, il y en a. Là, c'est sûr qu'on a utilisé la méthodologie américaine, donc les enquêtes de Strauss, Finkelor. Ce sont des enquêtes de ce type-là, populationnelles, avec des échantillons représentatifs. Et comment est-ce que les résultats peuvent se comparer? Là, très, très brièvement. Je vous dirais que là, c'est difficile de comparer parce qu'on vient de la réaliser en 2012 et que la dernière enquête qui a utilisé, en fait, ces instruments-là, dont le PCCTS, date de 1999, la dernière enquête américaine. Maintenant, aux États-Unis, ils utilisent davantage le Juvenile Victimization Questionnaire dans leur enquête épidémiologique pour documenter pas juste la violence familiale, mais la violence à l'école, la violence dans la communauté. Donc, c'est pas les mêmes variables. Donc, c'est dur, là, présentement, de comparer avec des données américaines. On n'a pas ça là, depuis 10 ans. Okay. Et peut-être pour enchaîner sur la première question, c'est quelles sont les réactions que vous avez
des gens qui sont plus en première ligne, là, soit les intervenants en milieu scolaire ou tout ça. Est-ce que au niveau des résultats ou des tendances, parce que là, on a 3 enquêtes, est-ce qu'ils vont vous dire que dans leur pratique, ça confirme un peu ou au contraire? Mais là, vous êtes notre premier public, là, parce qu'on a sorti au début de l'été. C'était pas le meilleur moment pour diffuser pendant l'été, mais là, on commence à diffuser les résultats. Alors, on verra les réactions, mais... Pour les 5 dernières années, à l'échelle de notre territoire, il y a effectivement eu une baisse des signalements retenus, cela étant. Ouais. Moi, je me demandais justement sur la question de la baisse. En fait, beaucoup de comportements, on voit des améliorations. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu, parce que dans le même temps, je pense qu'on accepte de moins en moins ce genre de comportement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi il pourrait y avoir des gens qui ne veulent pas avouer qu'ils ont recours à ça ou avouer qu'ils pensent qu'effectivement, c'est une bonne affaire de fesser un enfant de temps en temps s'il y a un problème qui s'est posé? Oui, tout à fait. Sauf que si on prend cette idée-là qu'il y a un biais de désirabilité sociale, il était présent aussi probablement dans les autres enquêtes, à moins que les parents soient de plus en plus conscients de l'aspect négatif de ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est une diminution des attitudes parentales en faveur de la punition corporelle. Donc, ça vient un peu confirmer que s'ils pensent que c'est moins efficace, ben ça vient confirmer un peu les baisses de comportement qu'on voit également. Avec les recherches, parce que je me demande s'il n'y a pas un effet tampon relié au CPE. Depuis la création des CPE, avez-vous pu mesurer l'effet de cette variable intermédiaire-là? Ouais. Des politiques publiques qui font ça. Tout à fait, ça pourrait être expliqué qu'il y a moins de... Ouais. Les parents sont soulagés d'une moins de stress. Ouais. Aussi, depuis 1999, il y a eu beaucoup d'interventions en santé publique qui ont été faites pour tout le floppy, GAPI, tous les programmes CIP, c'est ça, CIP, tout ce qui a été fait dans la petite enfance au Québec, là, j'espère que ça commence à faire effet, puis que ça fait c'est probablement, mais c'est difficile à mesurer l'effet, là, c'est ça le problème. J'avais peut-être une autre petite question. Vous parliez des possibilités de comparaison père-mère, mais je pense qu'il y a au moins un volet qui parle d'un adulte dans la maison. Donc, à ce moment-là, si le père ou la mère nous répond sur un adulte dans la maison, pour cet aspect-là, on ne peut pas vraiment comparer les réponses des mères et des pères. Ben, on peut comparer leur perspective par rapport à ce que l'enfant vit, mais en fait, la majorité des questions qui concernent les conduites parentales, en fait, sont posées de cette manière-là. Donc, on demande aux parents de nous rapporter pour l'ensemble. Et la raison pour laquelle on procède comme ça, c'est qu'en 99, la première enquête, c'est Camille Bouchard qui travaillait là-dessus à l'époque, disait, ben, en fait, on veut maximiser la prévalence. C'est l'enfant qui nous intéresse, c'est pas tant le parent. On veut savoir les enfants sont victimes dans quelle proportion. Donc, on va maximiser ça, puis on veut savoir dans chaque ménage, peu importe qui commet la violence, dans le fond, l'unité d'analyse, c'est l'enfant. Et donc, comme ça avait été fait de cette manière en 99, on a répété la méthodologie en 2004 et en 2012. Oui, puis il faut faire attention, on n'a pas, quand on dit c'est déclaré par la mère, ça ne veut pas dire que c'est elle l'agent agresseur, ni c'est le père, c'est vraiment sa perception. C'est ça. C'est le répondant. Mais les attitudes, elles, sont personnelles. Oui, les attitudes, puis les drogues, alcool, dépression. Ouais. Considérant, vous n'avez pas examiné les rapports entre les membres de la fratrie pour tenter, pour constituer une autre variable là, dans le scénario. On a le nombre d'enfants dans le ménage. Mais les rapports entre les... Non. Déjà, sans question, c'est vraiment le maximum qu'on pouvait. D'accord. Ouais. Considérant justement la question du nombre d'enfants, on pourrait s'imaginer que si c'est en lien avec justement certains comportements, que on pourrait avoir un certain nombre de ménages qui seraient à l'origine d'une très large exposition, s'il y a un lien avec le nombre d'enfants. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs enfants, il y aurait plus d'enfants victimes, mais pas nécessairement, par exemple, parce que les caractéristiques de l'enfant sont
tellement associés que deux enfants présentent tellement des caractéristiques différentes qu'on pourrait peut-être penser. Mais effectivement, on ne peut pas le savoir dans le cadre de cette enquête. Ce que les tableaux montraient, un des tableaux qu'on a présenté montrait, c'est que l'enfant unique, pour l'agression psychologique répétée et la violence physique mineure, les prévalences sont moins élevées que pour... Mais il n'y avait pas de distinction entre 2, 3 et plus. Mais l'enfant unique, ça se distinguait. J'avais tenté de faire des analyses avec l'enquête de 2004 en fonction du statut de l'enfant dans la fratrie. Est-ce que c'est l'aîné, le cadet? Puis le moyen de faire ce genre d'analyse-là. Finalement, je n'avais pas poursuivi, là, mais ce serait intéressant aussi de voir en fonction de son statut dans la famille. Ouais. Je ne sais pas si Robert va rajouter quelque chose. Oui. Robert, des petites précisions sur la méthodologie? Non, je pense que c'était très bien répondu à Montréal, il n'y a pas de problème. Moi j'aurais peut-être une question, c'est est-ce que pour certains indicateurs, certaines mesures, il peut être intéressant de pooler les trois enquêtes? Je pense que c'est un objectif d'aller mieux mesurer certaines relations. Là, les hypothèses, quand on poule des enquêtes, c'est que c'est fait de la même façon. Il y a plusieurs variables, questions qui sont faites de la même façon, donc c'est faisable pour cet aspect-là. On veut en général aussi que le phénomène soit stable dans le temps. Il y a une certaine stabilité, même si on observe des changements. Fait qu'il y a des possibilités de regrouper les trois enquêtes pour augmenter la capacité d'analyse. Intéressant. J'ai encore une petite question. Ça m'intrigue. Une des premières questions, les gens pensent que 80% pensent que les parents sont trop mous. Dans votre esprit, ça veut dire quoi? C'est une bonne nouvelle? C'est pas une bonne nouvelle? Ça veut dire toutes sortes d'affaires. Ça peut vouloir dire que les gens disciplinent pas assez, mais ça peut aussi vouloir dire qu'ils sont pas assez cohérents, assez fermes dans leur façon de... Pour vous autres qui êtes spécialistes de ce domaine-là, vous interprétez ça comment? Pour moi, c'était pas particulièrement une bonne nouvelle, dans le sens que pour moi, ce que ça me dit, c'est que les parents sont un peu démunis. Ils cherchent à être fermes, mais c'est parce qu'on ne peut pas la prendre hors contexte, dans le fond, cette donnée-là. Il faut la prendre en contexte des autres résultats de l'enquête. Donc, quand on voit qu'ils sont à la fois... Ils trouvent que les parents sont trop mous, mais en même temps, ils trouvent que la punition corporelle, c'est pas une bonne approche, que crier ou sacrer, c'est pas... Donc, c'est comme si, moi, j'interprète ça comme si ils recherchent de la fermeté, mais sans utiliser la violence. Donc, il y a une espèce un sentiment d'être démuni par rapport aux situations, au comportement de l'enfant. Qu'est-ce qu'un répertoire peut-être qui manque de pratiques parentales efficaces, là? Est-ce que... Excusez. Ben, c'est sûr, en fait, moi, quand j'ai vu la question, j'étais porté même instinctivement à me dire, oui, effectivement, c'est vrai, on est peut-être un peu trop mou, mais moi, je le pensais plus dans le sens, exemple, il me semble qu'il y a une recrudescence du phénomène d'enfant roi, ou tu sais, juste comme, on va pas, ben oui, prends-la la sorte de céréale que tu veux, qui n'est pas en spécial, alors que tu sais, c'est pas besoin de donner une gifle au milieu du IGA, mais juste de dire, non, en fait, de pas vouloir se plier, en fait, aux demandes de l'enfant. Ça, c'est peut-être, justement, c'est perçu comme un manque de fermeté, mais en même temps, c'est pas forcément lié peut-être à aucun phénomène de violence, en fait. Ou peut-être parce que les parents, ils sont pas... Ils entendent à Québec, il faut... Bon, peut-être parce que les parents ne savent pas comment communiquer avec les enfants. Alors, c'est considérer votre recherche comme ils sont mous, parce qu'ils ne disent rien, on ne fait rien, on les laisse libres, les enfants. Surtout laxiste, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici ou à Québec? Un last call avant de... avant de...
Bonjour à Québec. Donc, Marc-Antoine, responsable du CADRISC à Montréal. J'avais une question, même si l'enquête vient juste d'être finie en 2012. Pour la prochaine enquête, vous parliez d'avoir une représentation pour l'ethnicité, donc par un suréchantillonnage. Donc, comme l'enquête est nationale, est-ce qu'il y aurait peut-être la possibilité d'avoir par région administrative, donc répondre à la possibilité d'avoir des données qui pourraient être utilisées ouest régional? Est-ce que c'est une possibilité qui a été pensée ou garder l'enquête nationale? C'est sûr que ce serait très intéressant d'avoir des données régionales, puis je pense que les régions seraient enchantées d'en avoir. C'est une question d'argent, ça coûte extrêmement cher à aller chercher ici. On trouve, si tu as des idées pour trouver un bailleur de fonds qui est prêt à financer, même on est capable à l'ISQ de faire des enquêtes à l'échelle locale même. Ça se fait. Alors, parfait. On en a une en organisation des services, les services de première ligne à l'échelle locale. Donc, c'est faisable. L'infrastructure est là, sauf que pour la faire, mais ça prend Mais on fait avec des très petits nombres aussi. Alors, à l'échelle locale, il se peut que ça soit des étoiles partout aussi. Hein, Robert? Oui, le phénomène est quand même, les phénomènes les plus sévères sont rares et on veut qu'ils continuent. Et c'est pour ça qu'ils sont difficiles à mesurer. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, il va nous rester à remercier nos deux présentatrices d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour une présentation très riche.